Elle était le visage qui lança 1000 affiches. Ursula Andress, sortant de l'océan dans Dr. No, créa un archétype cinématographique qui la poursuivrait toute sa vie. Ce bikini blanc n'était pas qu'un costume, c'était une cage. Les producteurs la voulaient, mais seulement si elle montrait sa peau. Les critiques la méprisaient, doublant sa voix et ignorant son talent. Et aujourd'hui, passé les 90 ans, la femme autrefois qualifiée de « la plus belle du monde » vit derrière des grilles verrouillées, évitant les caméras, les interviews et même de vieux amis. Comment la première James Bond girl est-elle devenue l'une des icônes les plus oubliées d'Hollywood? Et pourquoi dit-elle qu'elle n'a plus jamais remis ce bikini? De sirène de l'écran à obsession de Playboy, Ursula Andress n'a jamais eu besoin de dialogue pour captiver un public. Lorsqu'elle émergea des flots jamaïcains dans Dr. No, coquillage à la main, hanches ondulantes et regard fixé sur le bond de Sean Connery, un archétype venait de naître. Elle ne prononça que quelques répliques, et même celles-ci n'étaient pas les siennes. Son fort accent suisse-allemand fut jugé trop étranger pour le public américain, et sa voix fut doublée par une autre actrice. Mais cela importait peu. L'image parlait plus fort que les mots. « Ce bikini m'a faite », dira Andress plus tard sans détour. « Il m'a donné la liberté, l'argent, le pouvoir. » Et c'est vrai. Le bikini blanc, conçu sur mesure avec une ceinture et un fourreau pour un couteau de plongée, devint une sensation mondiale. Du jour au lendemain, elle n'était plus seulement une actrice. Elle était la Bond girl, l'étalon auquel toutes les autres seraient comparées. Mais cette couronne avait des épines. Sa beauté, indéniable et sculpturale, devint son arme la plus puissante, et aussi sa malédiction la plus dangereuse. « Il ne me voyait jamais », confia-t-elle à un journaliste italien en 1978. Il ne voyait que le corps. Tout au long des années 1960 et 1970, Ursula Andress devint le Joker ultime du cinéma, imprévisible, sexuellement assumée et totalement indifférente au conformisme. Elle apparut nue ou partiellement nue dans Playboy à 7 reprises, à partir de 1965. Contrairement à ses contemporaines qui négociaient des contrats pour éviter la nudité, Ursula s'y engagea pleinement. « Parce que je suis belle », répondit-elle lorsqu'on lui demanda pourquoi elle se déshabillait si souvent. Pourquoi faire semblant que ce n'est pas le cas? C'était à la fois un défi et un bouclier, une affirmation d'autonomie dans une industrie bâtie sur le contrôle masculin. Elle eut des liaisons avec certains des hommes les plus emblématiques et les plus instables du monde. Marlon Brando, Alain Delon, James Dean, Ryan O'Neal, Franco Nero, Jean-Paul Belmondo et Marcello Mastroianni. Chaque relation s'accompagna de scandales, de frénésie tabloïde et de chagrin. On la photographia à Rome dans les bras de Delon, à Malibu en train de se disputer avec O'Neal, et à Paris dînant avec Mastroianni, tandis que son épouse aurait été hospitalisée. « Je suis tombée amoureuse souvent », admit-elle. « Mais jamais bêtement. J'ai toujours su le prix à payer. » Ce prix fut élevé. Malgré sa célébrité, Ursula eut du mal à trouver des rôles à la hauteur de sa profondeur ou de son talent. Elle parlait couramment 4 langues, était cultivée et dotée d'un sens de l'humour vif, souvent mordant. Mais les réalisateurs ne savaient pas quoi faire d'une femme qui refusait de s'adoucir pour l'écran. On lui disait qu'elle était trop exotique pour les rôles romantiques et trop célèbre pour les rôles de caractère. Un réalisateur, après l'avoir choisi pour un thriller européen, coupa la plupart de ses dialogues en expliquant « Personne ne veut entendre Aphrodite parler ». Même dans des films où elle faisait preuve d'un charisme remarquable, comme The Blue Max, The 10th Victim ou Perfect Friday, elle était souvent reléguée au rôle de corps dans la pièce. Les costumiers recevaient l'ordre de privilégier le décolleté au personnage. Les attachés de presse mettaient l'accent sur ses amants, pas sur sa prestation. Les critiques louaient son physique ou la balayaient d'un revers de main. « Il ne critiquait pas mon jeu », disait-elle. « Il critiquait mes hanches. » À la fin des années 1970, Hollywood l'avait presque abandonnée, non pas parce qu'elle s'était effacée, mais parce qu'elle refusait de se fondre dans le décor.
Elle refusa des rôles à la télévision, déclina un contrat de mannequinat très lucratif et alla jusqu'à poursuivre un grand studio en 1976 pour l'utilisation abusive de son image dans des supports promotionnels. « Je ne suis pas une marionnette », déclara-t-elle avec défi. « Je n'ai jamais joué selon leurs règles, et je ne le ferai jamais. » Cette défiance, ce refus de se soumettre, firent d'elle une icône, un symbole de pouvoir sexuel, l'indépendance et le danger. Mais cela l'a aussi isolée. Beaucoup de producteurs la trouvaient intimidante. Certains rôles disparaissaient dès que des patrons de studio pressentaient qu'elle éclipserait les partenaires masculins. D'autres ne la choisissaient que pour exploiter son image. « Parfois, j'arrivais sur un tournage, » racontait-elle, « et je savais, ce n'était pas pour un film, c'était pour me déshabiller devant la caméra. » Sa légende a survécu, mais sa carrière est devenue un champ de bataille. Les propositions se sont raréfiées. Son agent a quitté le navire en 1979, la jugeant impossible à vendre. Mais Ursula n'a pas bronché. Elle n'avait jamais voulu d'Hollywood à ces conditions. Elle avait voulu la liberté. Et pendant un temps, elle l'a eue. « Je n'ai jamais été leur jouet, » disait-elle. « Et ils m'ont détesté pour ça. Une vie amoureuse qui brûlait trop fort. » Ursula Andress ne tombait pas amoureuse. Elle allumait des incendies. Ses relations n'étaient pas discrètes. C'étaient des spectacles, souvent chaotiques, parfois explosifs. À seulement 21 ans, elle épousa l'acteur-réalisateur John Derek à Las Vegas. Il en avait 30 et était encore marié à l'actrice Patty Bears à ce moment-là. Hollywood en resta bouche bée. Les tabloïds la qualifièrent de briseuse de foyer. Derek abandonna sa femme et ses enfants, enivré par l'allure glaciale d'Ursula et son magnétisme irrésistible. Pendant un temps, ce fut une relation symbiotique. Derek devint son mentor, son photographe, son guide, un Svengali face à sa Galatée. Mais Ursula n'était pas faite pour être façonnée. La célébrité avait déjà aiguisé ses angles. Au début des années 1960, elle commença à lui échapper hors de son contrôle. Pendant le tournage de Once Before I Die, elle se lança dans une liaison visible avec l'acteur de Tarzan Ron Eli. Elle ne chercha même pas à la cacher. Derek, humilié, quitta les Philippines en plein milieu de la production. Ils divorcèrent en 1966. « Je n'ai jamais été destinée à appartenir à un seul homme », confia Ursula plus tard. Et John ne l'a jamais compris. Elle reconnut pourtant la douleur infligée. « Il m'a créé, et puis je l'ai quitté. C'est une blessure qu'on porte. » Puis vint Jean-Paul Belmondo, sa cicatrice la plus profonde. Ils se rencontrèrent en 1965 sur le tournage de Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Lui, le mauvais garçon adoré du cinéma français. Elle, la femme la plus désirée d'Europe. Ils s'installèrent ensemble à Paris, partagèrent des maisons à Saint-Tropez et furent presque inséparables pendant 7 années électriques. Mais leur amour était une guerre, disputes incessantes, infidélité des deux côtés, paparazzi omniprésents. La paix devenait impossible. Ursula avouera plus tard: « J'ai aimé Jean-Paul comme personne, mais j'ai tout détruit. J'étais trop possessive, trop émotive. Lui avait besoin de liberté. Moi, j'avais besoin de certitude. » La relation s'effondra sous le poids d'une intensité qu'aucun des deux ne pouvait supporter. Cherchant un peu de stabilité, elle se tourna vers l'acteur italien Fabio Testi. Plus jeune, séduisant, apparemment fiable. Pendant 4 ans, ils voyagèrent, posèrent pour les magazines et s'accrochèrent à l'illusion du calme. Mais derrière les sourires, il y avait la trahison. Ursula découvrit la liaison de Testi avec une autre actrice. La rupture fut immédiate, définitive. Celui-là, dit-elle froidement dans une interview en 1990, je ne lui pardonne pas. À la fin des années 1970, sa vie sentimentale était devenue une tempête qu'elle ne pouvait plus fuir. Des rumeurs de violence circulaient. Elle apparut un jour avec un bras cassé, affirmant qu'il s'agissait d'un accident de surf pendant l'ouragan Norman. Mais en coulisses,
certains murmuraient une autre vérité, que cela avait suivi une violente altercation avec Ryan O'Neill, avec qui elle avait ravivé une relation passionnelle mais toxique. Elle cachait des bleus, confia un assistant, et personne n'osait l'affronter, lui. À Hollywood, son refus de céder aux attentes de certains producteurs lui valut un exil silencieux. Elle repoussa des hommes puissants. Ils se vengèrent en verrouillant les portes. Les castings se tarirent. Les offres changèrent de nature. Elle n'était plus le fantasme. Elle devenait un risque. Au milieu de ces romances agitées, une relation se démarque par son intimité étrange, son lien avec Elvis Presley. Ils travaillèrent ensemble sur Fun in Acapulco, et même si Ursula affirma qu'ils étaient juste amis, parce qu'elle était encore mariée à l'époque, ceux qui les connaissaient n'étaient pas d'accord. Presley était fasciné. Après le tournage, il lui envoya une BMW. Plus étonnant encore, il lui offrit une collection privée de 20 chansons inédites, des ballades d'amour enregistrées uniquement pour elle. « Ça ne m'intéressait pas », admit Ursula des années plus tard. « Ce n'était pas mon genre de musique. » Les bandes furent rangées dans un carton, stockées dans l'arrière-salle de sa villa à Rome. Au milieu des années 1980, une inondation les détruisit. Cette collection, qui vaudrait aujourd'hui potentiellement des millions, fut jetée avec les déchets. « Je n'ai jamais pensé que ça comptait », dit-elle sèchement. D'une certaine manière, c'était le symbole parfait de son histoire amoureuse, des trésors rares offerts, négligés, puis perdus. Et puis survint un retournement que personne n'avait vu venir. En 1980, alors que la plupart des actrices de son âge étaient doucement poussées vers la retraite ou enfermées dans des rôles de grand-mère, Ursula fit un choix radical. Elle devint mère. À 44 ans, elle donna naissance à son unique enfant, et elle le fit à sa manière. Le père était l'acteur Harry Hamlin, 28 ans, son partenaire dans Clash of the Titans. Elle y incarnait la déesse Aphrodite. Lui, le héros mortel Persée. Leur alchimie à l'écran déborda très vite en dehors du plateau. Hamlin était émerveillé. Il avoua plus tard qu'adolescent, il avait gardé un poster Playboy d'Ursula accroché dans sa chambre. Elle avait 16 ans de plus que lui, était mondialement célèbre et avait vécu des histoires avec certains des hommes les plus mythiques de l'époque. Et pourtant, c'est lui qu'elle choisit. Leur relation démarra à Londres lors d'un dîner de l'équipe. Elle l'invita ensuite à un marché aux puces à Rome. Une semaine plus tard, il était dans son lit. Cette nuit-là, elle est tombée enceinte, raconta Lisa Rinna, future épouse de Hamlin, dans The Real Housewives of Beverly Hills. Le 19 mai 1980, Ursula donna naissance à Dimitri Alexander Hamlin au Cedar Sinai Medical Center. L'accouchement se fit par césarienne programmée. Elle arriva à l'hôpital non pas avec un mari, mais avec son amie Linda Evans. Hamlin, lui, arriva en avion depuis un tournage juste à temps pour rencontrer son fils. Les fiançailles ne durèrent pas. En 1983, la relation était terminée. Ils ne se marièrent jamais. Il était jeune, beau, ambitieux, confia Ursula à Burnt. Et moi, j'étais déjà pleine de vie. Je voulais ralentir. Lui, il voulait accélérer. Elle n'eut jamais d'autre enfant. Elle ne se remaria jamais. Dimitri est la seule chose que j'ai faite qui ait duré, dit-elle un jour. C'est mon chef-d'œuvre. Ursula l'éleva discrètement en Italie, le plus souvent sans aide. Pas de nourrice, pas de professeur hollywoodien, juste l'école publique et une mère déterminée à tout assumer seule. Il étudia plus tard à l'université de Princeton, où il se spécialisa en philosophie. Il s'essaya au mannequinat, au cinéma et même au DJing, sans jamais s'appuyer sur la célébrité de sa mère. Il est calme, réfléchi, tout ce que je n'étais pas, disait-elle avec fierté. Il n'y eut aucune bataille pour la garde, aucun scandale. Hamlin refit sa vie et épousa Lisa Rinna en 1997, avec qui il éleva 2 filles. Dimitri resta proche de ses 2 parents, mais préféra la vie en Europe, loin des caméras. Quant à Ursula,
La maternité la transforma, non pas en quelqu'un de plus doux, mais de plus sûr de soi. Elle accorda moins d'interviews, évita les projecteurs. Et pourtant, lorsqu'on lui demandait quel avait été son plus grand rôle, elle ne citait jamais Dr. No ni Clash of the Titans. Sa réponse était toujours la même, mère. Elle traversa scandale, trahison, perte et renaissance. Et au final, ce ne furent ni les hommes, ni la célébrité, ni la fortune qui la définissent. Ce fut la vie qu'elle construisit en défiant tout cela, selon ses propres règles. Oubliée, malade et en colère contre bon. En 2022, à l'âge de 86 ans, Ursula Andress stupéfia ses admirateurs avec une interview qui brisa des décennies de silence et révéla l'amertume qu'elle nourrissait encore à propos de Dr. No. Pendant des années, elle avait été célébrée comme la Bond Girl ultime, l'archétype, la femme qui avait tout déclenché. Mais elle ne s'en sentait pas honorée, elle se sentait utilisée. Ils ont gagné des millions, des centaines de millions, grâce à mon corps, mon image, mon nom, déclara-t-elle à Bild. Et moi, qu'est-ce que j'ai eu? 10 000 $, aucun droit résiduel, aucun contrat pour les produits dérivés, pas même une carte de remerciement, même pas des fleurs. Sa voix, plus lente désormais, portait une colère intacte. Ils disent que j'ai eu de la chance? Non. Ce sont eux qui ont eu de la chance de m'avoir. Pendant des décennies, elle fut le visage de la mythologie Bond. Surgissant des eaux caribéennes dans ce bikini blanc devenu légendaire, un couteau attaché à la hanche. La scène entra dans l'histoire du cinéma. Le bikini fut vendu aux enchères pour plus de 60 000 $ en 2001. Les producteurs empochèrent les bénéfices. Cette image, cet instant, a vendu des affiches, des jouets, des DVD, des éditions de collection, dit-elle. Mais pour moi, rien. J'ai été oubliée. Elle refusa de participer aux anniversaires dorés de la franchise. Lors de la célébration des 50 ans de Bond en 2012, elle déclina l'invitation. Pour les 60 ans en 2022, elle la rejeta catégoriquement. Pourquoi célébrer avec des gens qui m'ont effacé de leur histoire, dit-elle, citant Barbara Broccoli nommément. C'était cruel. Ils agissent comme si Dr. No n'était que Sean et la musique. Eh bien, Sean ne portait pas le bikini. Sa relation avec Connery, en revanche, fut plus respectueuse, presque tendre. Bien qu'ils n'aient jamais été amants, ils restèrent en contact jusqu'à sa mort en 2020. Il m'a envoyé une lettre quelques années avant de partir, révéla-t-elle. Il écrivait « Ursula, ce film a marché grâce à toi. Sans toi, ça n'aurait été qu'un film d'espionnage de plus. » Ça comptait. Mais les producteurs, selon Ursula, ils n'ont jamais reconnu son héritage de manière réelle ou durable. Ils ont bâti un empire, dit-elle, et laissé pourrir la première pierre. Aujourd'hui, Andress vit presque recluse, partageant son temps entre sa villa de longue date à Rome et un refuge plus calme à Gstaad, en Suisse. C'est à Gstaad, dans le silence feutré et enneigé des Alpes, qu'elle accorda cette interview à Bild. Elle apparut sans maquillage, sans styliste, sa chevelure autrefois dorée, désormais blanche et clairsemée, sa démarche lente, soutenue par une canne discrète. En 2019, on lui diagnostiqua une ostéoporose sévère, une maladie qui fragilise les os et rend les gestes quotidiens risqués. « Mes os sont fatigués », confia-t-elle. « Mais mon esprit est vivant. Mes souvenirs sont bruyants. Je ferme les yeux et je suis de nouveau sur la plage. J'entends les vagues. Je vois l'équipe. Je vois Xian et je sors de l'eau comme une lionne. Ses amis disent qu'elle quitte rarement sa maison. Elle ne reçoit plus. Les fêtes au bord de la piscine et les invitations sur les yachts appartiennent au passé. Son personnel lui fait les courses. Son téléphone sonne rarement. « Je ne veux voir personne, » dit-elle doucement, « et je ne veux pas que quelqu'un me voie comme ça. » Les photographes qui suppliaient autrefois pour un cliché la laissent désormais tranquille. La femme qui a défini la beauté cinématographique se cache aujourd'hui de son propre reflet.
La beauté s'en va, confia-t-elle un jour à un journaliste suisse. C'est ça la plaisanterie. Elle disparaît lentement pour que vous en remarquiez chaque parcelle. Et pourtant, même dans son retrait, Ursula reste défiante. Sa langue acérée ne s'est pas émoussée. Ses opinions sur l'industrie demeurent sans filtre. Dans cette même interview de 2022, elle critiqua les actrices contemporaines, jugées trop prudentes, trop politiquement correctes, trop effrayées par le sexe. Elle joue les Bond Girls comme des secrétaires maintenant, se moqua-t-elle. Effrayées d'être des femmes, effrayées de séduire, effrayées de brûler. Quand j'ai joué Honey Rider, je ne l'ai pas joué pour plaire aux hommes. Je l'ai joué pour être libre. Une reine en exil. Et ce qu'il en reste. Ursula Andress a aujourd'hui plus de 90 ans. Une légende silencieuse dissimulée à la vue de tous. Autrefois la femme la plus photographiée du monde, elle vit désormais derrière des grilles verrouillées et des rideaux tirés. Elle partage son temps entre sa villa romaine sur les collines dominant la ville, un lieu jadis rempli de fêtes, de rires et de champagne, et son chalet à Gstaad, en Suisse. Mais ces dernières années, elle a rarement quitté l'un ou l'autre. Ses amis disent qu'elle passe la plupart de ses journées dans la campagne italienne, où le temps s'écoule lentement et où le passé résonne dans chaque pièce. La villa, autrefois couverte de fleurs et fréquentée par Fellini, Antonioni et même Mick Jagger, est devenue silencieuse. La piscine est vidée, le court de tennis fissuré. Des lianes ont envahi le mur du jardin. Une plaque fanée près de l'entrée indique encore « Villa del Stel ». Mais les étoiles ne viennent plus. Son seul enfant, Dimitri, aujourd'hui quadragénaire, lui rend souvent visite. Il apporte les courses, relève le courrier et prépare le thé pendant qu'elle fait la sieste dans une pièce baignée de soleil remplie de vieilles photographies. Mais Ursula fuit la presse. Elle a refusé toutes les grandes interviews depuis 2022. Son téléphone reste sans réponse. Son assistante filtre chaque demande. « Je ne veux pas que les gens voient ce que je suis devenue », aurait-elle confié à une amie proche. « Je veux qu'ils se souviennent de celle que j'étais. » Dans l'un de ses rares gestes publics, elle a exprimé sa tristesse face à l'annulation d'une émission de télévision suisse qu'elle regardait religieusement depuis des décennies. Elle n'a pas assisté à l'événement d'adieu, mais elle a envoyé une lettre manuscrite, aujourd'hui encadrée par la chaîne. De son élégante écriture cursive, on pouvait lire « Je suis déçu et je suis fatigué. La télévision parlait autrefois de joie. Aujourd'hui, ce n'est plus que du bruit. » La vérité, c'est qu'Ursula Andress ne s'est pas effacée de son plein gré. Elle a été poussée. Poussée par une industrie qui idolâtre la jeunesse et punit la beauté quand elle vieillit. Poussée par des décennies à être réduite à une seule image. Une femme en bikini, figée dans le temps. Poussée par des producteurs qui l'ont jetée dès qu'elle a passé la quarantaine, tout en continuant à gagner des millions en vendant son image. « Ils m'ont utilisée », disait-elle un jour, « et quand j'ai vieilli, ils m'ont effacée. » Son exil est une forme de rébellion, silencieuse, digne et défiante. Elle a refusé de jouer le jeu. Refusé la chirurgie esthétique, le botox, les plateaux de talk-show, tandis que d'autres tentèrent de rester pertinentes, elle a choisi de disparaître. « Je n'ai jamais couru après la célébrité, » disait-elle. « C'est elle qui m'a poursuivi, et je lui ai échappé. » Financièrement, elle reste à l'abri du besoin. Ursula possède encore plusieurs biens, dont sa villa romaine, un modeste chalet au bord d'un lac à Lugano et un terrain discret à Saint-Moritz autrefois utilisé pour les vacances d'hiver. Sa fortune est estimée entre 25 et 30 millions de dollars, en grande partie grâce à des investissements avisés et à l'appréciation de l'immobilier. Mais elle ne s'adonne plus au luxe. Pas de styliste, pas de chauffeur, pas de voyage somptueux. Elle a vendu sa maison de Beverly Hills au début des années 2000, coupant son dernier lien avec Hollywood. « Il n'y avait plus rien pour moi là-bas », disait-elle. Quant au fameux bikini blanc,
celui qui a changé sa vie et lancé une franchise valant des milliards, elle l'a retrouvé en 2000 dans une boîte de rangement en nettoyant sa cave. Il sentait encore faiblement le sel et le vieux cuir. Elle l'a placé dans une housse en lin et l'a ensuite vendu lors d'une vente aux enchères à Londres pour 58 000 €. Il m'a tout donné, confia-t-elle à la Repubblica. La célébrité, la liberté et la douleur, mais je ne l'ai plus jamais porté. Aujourd'hui, l'univers d'Ursula s'est réduit à quelques pièces silencieuses, une bibliothèque de poésie, une terrasse surplombant la vallée et le tic-tac lent de vieilles horloges. Son corps est fragile, conséquence d'une ostéoporose qui s'est aggravée ces dernières années. Elle marche avec une canne. Les escaliers sont désormais une épreuve, mais son esprit reste vif. « Je me souviens de tout », disait-elle lors de sa dernière interview, « et je ne pardonne rien. C'est une fin étrange pour une femme qui a jadis eu le monde à ses pieds, mais peut-être que dans son silence subsiste encore une forme de pouvoir. Elle a choisi la solitude plutôt que le compromis, la mémoire plutôt que la performance, la dignité plutôt que la nostalgie. Et tandis que l'industrie continue de l'oublier, Ursula Andress, farouche, fière et intacte, continue, elle, de tout se rappeler. Ursula Andress n'a jamais été simplement une Bond girl. Elle était la Bond girl. La première, l'inoubliable. Mais derrière l'image iconique se cachait une femme qui refusait d'être contrôlée, qui déclinait des rôles, quittait des studios et payait le prix de ses refus. Aujourd'hui, âgée de plus de 90 ans, elle parle rarement, apparaît rarement et passe ses journées dans la solitude, non parce qu'elle veut être oubliée, mais parce qu'elle n'a jamais été vraiment vue pour ce qu'elle était. Pensez-vous qu'Ursula méritait plus qu'un bikini et un cachet? Sa défiance était-elle un acte de bravoure ou le début de son exil? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si son histoire vous a marqué, cliquez sur « J'aime », partagez-la avec quelqu'un qui se souvient de son entrée-sortie de la mer, et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies derrière les légendes.